Habitude numéro 1, organisez demain dès aujourd'hui. Imaginez que je vienne vous voir et que je vous demande de jouer à un jeu avec moi. Vous aurez 10 questions. Si vous y répondez correctement, vous gagnerez de l'argent. Chaque question vaut 1 000 €, mais il y a 3 questions qui valent 10 000 €. Vous avez 24 minutes pour répondre aux 10 questions. Mais voilà, je ne vous dirai pas laquelle de ces questions vaut 10 000 €. Vous ne saurez combien vous avez gagné qu'à la fin du jeu. Le jeu commence donc. Je vous ai compliqué la tâche en ne vous disant pas laquelle de ces 3 questions vaut 10 000 €. Mais ce que je ne sais pas de vous, c'est que vous êtes quelqu'un d'assez intelligent et que vous avez déjà compris l'astuce et que vous savez que les questions 2, 4 et 6 sont des questions à forte valeur ajoutée. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous avez compris l'astuce avant le début du jeu. Maintenant, dès que le jeu commence, sur quelle question allez-vous vous concentrer en premier ? La réponse est évidente, n'est-ce pas ? Vous ne passerez pas à une autre question avant de vous être assuré que vous avez répondu à ces 3 questions en premier. Les 7 autres questions ne sont que des bonus si vous y répondez correctement. Il y a de fortes chances que vous gagniez pas mal d'argent dans ce jeu parce que vous connaissiez l'astuce. Il s'agissait d'un jeu hypothétique, mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que vous jouez à ce jeu tous les jours dans la vie réelle. Lorsque votre journée commence, vous disposez de 24 heures et d'une liste de tâches sur lesquelles vous devez travailler. Tout comme dans notre jeu, la plupart de ces tâches valent 1 000 € et seulement 2 ou 3 valent 10 000 €. Si vous pouvez identifier et prioriser ces 3 tâches de grande valeur et les accomplir en premier, vous obtiendrez un avantage injuste, tout comme vous l'avez fait dans ce jeu en donnant la priorité à ces questions de grande valeur. Dans la vie, la compétence la plus sous-estimée est probablement la capacité à établir des priorités. Les personnes qui réussissent ne font pas tout. Ils ne parviennent même pas à faire la plupart de leur liste de choses à faire. Le secret, c'est qu'ils ont l'habitude de faire les choses les plus importantes. Organiser demain aujourd'hui est une habitude simple qui peut vous aider à établir des priorités et à planifier votre journée plus efficacement. Voici comment cela fonctionne. Chaque jour, avant de prendre votre déjeuner, consacrez 5 minutes à la planification de votre journée de demain en vous posant 2 questions simples. 1. Quelles sont les 3 tâches les plus importantes que je dois accomplir demain ? 2. Parmi ces 3 tâches importantes, quelle est celle que je dois accomplir quoi qu'il arrive ? Ainsi, lorsque vous regardez votre liste, elle doit comporter 3 tâches en haut et une surlignée comme étant une obligation. Et enfin, plusieurs tâches moins importantes que vous devez également accomplir, mais qui ne sont pas prioritaires. Identifier les priorités quotidiennes peut sembler une mesure insignifiante, mais le fait de le faire la nuit précédente libère votre subconscient pendant que vous dormez et vous évite de vous inquiéter d'être pris au dépourvu. Vous vous réveillez avec des idées géniales liées aux tâches que vous n'aviez même pas envisagées. Pendant que vous dormez, votre cerveau commence automatiquement à se préparer à fermer ses boucles avec succès. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik, qui signifie essentiellement que les tâches inachevées restent dans le conscient et le subconscient jusqu'à ce qu'elles soient terminées. En d'autres termes, l'esprit n'aime pas les tâches inachevées. Les mathématiciens et les écrivains de haut niveau utilisent beaucoup cette méthode. Avant de se coucher, ils prennent quelques minutes pour analyser le problème sur lequel ils travaillent ou sur lequel ils sont bloqués. Puis, l'esprit travaille toute la nuit pour boucler la boucle et il se réveille le matin avec de grandes idées. Un autre avantage de l'organisation du lendemain aujourd'hui est qu'elle permet d'aborder la journée du lendemain en se sentant mieux préparé et moins anxieux. Le matin, au lieu d'essayer de créer une dynamique, vous arriverez avec une dynamique déjà en place et lorsque vous éliminerez la tâche la plus importante de votre liste, vous créerez encore plus d'élan. Si vous voulez appliquer cette habitude à votre propre vie et commencer à organiser votre lendemain dès aujourd'hui, gardez ces 3 choses à l'esprit. 1. N'attendez pas la toute dernière chose de votre journée pour vous organiser pour demain. Faites-le un peu plus tôt dans la journée. Avant le déjeuner est un bon moment. Fixez-vous comme règle de vous organiser pour demain avant de prendre la première bouchée. 2. Si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas travailler sur vos tâches importantes, consacrez au moins 1 minute à celle-ci. Cela vous aidera à prendre l'habitude. 3. N'oubliez pas que si vous n'établissez pas de priorité, d'autres le feront à votre place. Vous travaillerez toujours sur des priorités, mais la question est de savoir sur quelles priorités vous travaillez. Les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre.
Deuxième habitude, dire non. Vous venez de rentrer du travail. Votre femme et votre fils vous attendent pour que vous puissiez dîner ensemble. Vous vous asseyez pour manger et votre fils commence à vous raconter sa journée. Et c'est alors que votre téléphone vous affiche une notification. Un collègue a besoin de votre aide pour retrouver un document. Il vous demande si vous vous souvenez de l'endroit où vous avez laissé le rapport de vente. Vous interrompez votre fils et commencez à envoyer un SMS à votre ami. Que pouvez-vous faire, pensez-vous? Vous devez aider votre collègue ou il aura des ennuis. Pendant ce temps, votre famille dîne et votre femme est la seule à savoir ce qui s'est passé pendant la journée d'école de votre fils. Je suis sûre que si je vous demandais qui est le plus important pour vous, votre fils ou votre collègue, vous répondriez « mon fils, bien sûr ». Mais ce que vous venez de faire, c'est échanger quelque chose d'important contre quelque chose d'urgent. Urgent et important sont deux choses différentes, mais il est très facile de les confondre. Par exemple, disons que vous êtes au travail et que vous essayez de terminer un rapport avant la fin de la journée. Il s'agit d'un rapport que vous devez remettre tous les jours avant 18h. Alors que vous êtes occupé à rédiger le rapport, votre patron vous envoie soudainement un message pour vous poser des questions urgentes. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous allez arrêter de travailler et répondre à toutes les questions de votre patron jusqu'à ce qu'il soit satisfait et s'en aille. Ensuite, vous commencerez à travailler sur ce rapport, mais le problème est là. Vous avez déjà perdu de l'élan et du temps, ce qui signifie que vous allez probablement manquer l'échéance de 18h et faire des heures supplémentaires. En plus de cela, vous allez également manquer le dîner avec votre famille. Et lorsque votre partenaire vous demandera pourquoi vous avez du retard, vous commencerez à vous plaindre de votre travail et à blâmer votre patron. Je sais que cela ne vous plaira pas, mais c'est vous qu'il faut blâmer, pas votre patron. C'est vous qui n'avez pas eu le courage de dire non à votre patron. C'est vous qui avez échangé quelque chose d'urgent contre quelque chose d'important. La bonne chose à faire dans ce scénario était d'expliquer à votre patron que vous allez travailler contre une échéance importante et que vous reviendrez vers lui une fois que vous aurez terminé. Les choses urgentes se présentent tout le temps. Lorsque vous dites oui à une chose urgente, vous dites non à une autre chose importante. Tout comme lorsque vous avez dit oui à votre patron, vous avez dit non à votre propre travail et à votre famille. Je sais que dire non est difficile, inconfortable, et que nous n'avons pas l'habitude de le faire, surtout lorsque la personne est au-dessus de nous. Mais sans cela, la vie devient impossible à gérer. J'ai entendu un jour l'histoire d'un athlète à la retraite qui était toujours prêt à aider les gens. Pendant des années, il a aidé tout le monde, de toutes les manières possibles, au point qu'il était plus épuisé qu'il ne l'avait jamais été avant sa retraite et qu'il passait de moins en moins de temps à la maison avec sa famille. Il a donc opéré un changement très simple. Il a placé une photo de sa femme et de ses enfants sur son bureau, à côté de son téléphone. Chaque fois qu'il recevait un appel, il s'arrêtait un instant et réfléchissait à ce à quoi il disait oui et non. Il n'a pas cessé d'aider les autres, mais il est devenu plus sélectif dans ses actions. N'oubliez donc pas que lorsque vous dites oui à quelque chose, vous dites non à beaucoup d'autres. Vous êtes toujours en train de choisir. Choisissez avec sagesse. Mettez une note autocollante sur votre ordinateur s'il le faut, faites ce qu'il faut, mais faites du non une habitude quotidienne. Je ne veux pas donner l'impression que j'ai maîtrisé ces habitudes et que je suis là pour vous les enseigner. Non, je lutte encore. Je me surprends encore à lire un courriel sur mon téléphone alors que ma fille essaie de me parler. Je rate encore des dîners parce que j'ai oublié de dire non. L'important, c'est que par rapport à hier, je suis un peu meilleure aujourd'hui pour dire non. Et c'est ce qui compte. Nous devrions toujours comparer notre situation d'aujourd'hui à celle d'hier au lieu de nous comparer aux autres. Bon, je me suis un peu éloignée du sujet. Alors, pour résumer, prenez l'habitude de dire non, surtout aux choses qui sont urgentes mais pas importantes. Troisième habitude, se concentrer sur une seule chose à la fois. Bobby Gassoff venait de terminer l'université avec l'objectif ambitieux de rejoindre les Navy Seals. Ces hommes sont les meilleurs de l'armée américaine en matière de combat. Il s'est préparé et lorsqu'il est arrivé, il était en pleine forme physique et mentale. Mais il y avait une chose appelée Hell Week, semaine de l'enfer, à laquelle il n'était pas préparé. Elle avait pour but de séparer les plus forts des autres, et c'était brutal. Ils ont dormi moins de 30 minutes par nuit, et ils ont toujours eu froid et été mouillés. Le troisième jour, Bobby est complètement épuisé. Il lui reste encore 4 nuits à passer et le meilleur coureur et nageur du groupe vient d'abandonner.
Lorsque les internes avaient enfin quelques minutes pour manger entre deux activités, les instructeurs marchaient parmi les hommes épuisés et annonçaient la longue liste d'activités brutales prévues pour le reste du temps restant. Cette tactique avait pour but d'accabler les candidats les plus faibles et de les éliminer. Bobby pensa lui aussi à abandonner, mais il mit au point une stratégie. Il se concentre sur un seul point. Penser aux 4 longues journées de torture qui s'annonçaient le rendez-vous. Aussi décida-t-il de ne se concentrer que sur la toute prochaine étape. Bobby agissait comme si c'était la seule chose difficile qu'il avait eu à faire dans sa vie. Bobby s'est concentré sur la seule étape pendant toute la durée de l'opération. Parmi les 240 hommes, Bobby était l'un des 24 restants et l'un des 2 seuls à avoir obtenu un diplôme d'officier. Bobby est un exemple du pouvoir de la concentration. Lorsque vous vous concentrez sur trop de choses, non seulement vous êtes submergé, mais vous perdez de vue les choses vraiment importantes. L'un des pièges les plus courants dans les affaires et dans la vie est d'essayer de se concentrer sur trop de choses et de perdre de vue les choses vraiment importantes. Cette attitude est non seulement source de contre-performance, mais elle a également un impact négatif considérable sur la confiance en soi. Regardez simplement votre vie. À combien d'informations avez-vous accès en moyenne par jour ? La technologie est extraordinaire, mais l'humanité est encore en train d'apprendre à l'utiliser. La technologie nous permet de recevoir plus d'informations, mais elle ne nous apprend pas à les hiérarchiser et à les traiter. Vous avez donc une boîte aux lettres électronique pleine, plusieurs messages à répondre, des cours à suivre pour vous améliorer au travail, des événements de réseautage auxquels vous devez assister, et vous devez encore trouver du temps pour vos proches. Sur lequel de ces éléments allez-vous vous concentrer ? Voici ce qui va certainement se passer si vous vous concentrez sur trop de choses. Vous ne vous sentirez pas épanoui. Vous serez toujours occupé, mais pas productif. Il y a une grande différence entre être occupé et être productif. Les personnes occupées sont comme un feu qui produit beaucoup de fumée mais très peu de chaleur, alors que les personnes productives sont comme un feu intense sans fumée. Les personnes occupées sont très douées pour produire un énorme nuage de fumée. Elles sont toujours en train de parler au téléphone, de courir d'une réunion à l'autre et de faire des heures supplémentaires. Il y a tellement de fumée que lorsque vous regardez de côté, vous pensez qu'il y a un énorme incendie. Mais en réalité, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de chaleur. Ce n'est que de la fumée. La personne est simplement occupée et n'est pas du tout productive. Pour résumer l'habitude numéro 3, si vous voulez vous sentir épanoui et productif, ne vous concentrez pas sur trop de choses. Concentrez-vous sur la chose la plus importante. Essayez d'appliquer ce principe à tous les aspects de votre vie. Par exemple, appliquez le même principe à cette vidéo et choisissez une seule habitude et travaillez-la au lieu de vous concentrer sur les 3. Maintenant, lorsque vous établissez l'une de ces habitudes ou toute autre habitude, il arrivera un jour où vous vous heurterez à un mur. Peut-être le 3e jour ou le 13e jour. Il y aura un jour où vous n'aurez pas envie de faire de l'exercice, où vous serez stressé et où vous serez tenté de gâcher vos progrès. Il n'est jamais facile de prendre une nouvelle habitude. Mais heureusement, j'ai des conseils pratiques pour vous que vous pouvez utiliser pour n'importe quel type d'habitude. Les voici donc. De nombreux ouvrages affirment qu'il faut 21 jours pour prendre une nouvelle habitude, mais ce n'est pas vrai. La raison en est simple. Vos habitudes sont en constante formation. Vous les renforcez ou les affaiblissez constamment en fonction de l'attention que vous leur accordez chaque jour. Si vous essayez d'ajouter une nouvelle habitude à votre routine quotidienne ou de remplacer une mauvaise habitude par une autre, vous devez comprendre les 3 phases de la formation des habitudes. La première phase s'appelle la lune de miel. Elle commence généralement lorsque vous êtes inspiré par quelque chose de cool, comme un livre, une conférence, un podcast ou l'idée d'avoir des abdos. Les premiers jours, tout semble facile et vous vous dites « Ah oui, je peux le faire, je suis prêt à relever le défi ». Malheureusement, la phase de lune de miel ne dure pas éternellement. Le 3e ou le 8e jour, vous commencez à rencontrer des obstacles. C'est là que commence la 2e phase, la phase de lutte. C'est le moment où le « je peux le faire » se transforme en « c'est plus difficile que je ne le pensais » ou « est-ce que cela va vraiment avoir de l'importance si je manque un jour ?» Vous commencez à vous battre entre vos nouvelles et vos anciennes habitudes. C'est une étape normale et la plus importante, car c'est là que la plupart des gens abandonnent. C'est le cimetière de nombreuses habitudes. Pour passer cette étape, il vous suffit de gagner 2 ou 3 de vos luttes. Voici 4 techniques pour vous aider à passer cette étape avec succès. 1.
Ritualiser. Pour beaucoup de gens, le week-end est la meilleure partie de la semaine, mais pour moi, c'est la pire partie. Pourquoi ? Parce que j'avais ritualisé toutes mes habitudes pendant la semaine, en particulier mon alimentation. Or, le week-end était le seul moment où je n'avais pas de rituel. Très souvent, je mangeais sainement et je faisais de l'exercice toute la semaine, mais je finissais par gâcher tous mes progrès pendant le week-end. Pendant un certain temps, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi cela se produisait, mais je me suis rendu compte que c'était parce que j'avais très peu de rituels pour le week-end. Donc, si vous voulez gagner facilement vos luttes, ritualisez votre nouvelle habitude pendant toute la semaine. 2. Reconnaissance. Lorsque vous arrivez au 3e jour de votre programme d'exercice et que, couché dans votre lit, vous vous demandez si vous voulez ou non sortir sous la pluie pour aller jusqu'au bout, reconnaissez où vous en êtes. Apprenez à vous dire simplement « Je suis entré dans la phase de lutte ». Reconnaître que vous êtes dans une phase de lutte, c'est comme enlever le bandeau avant le début du combat. Vous savez maintenant ce que vous combattez. Rappelez-vous qu'il est important de gagner ce combat aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous gagnez une lutte, la suivante devient plus facile à gagner grâce à l'élan que vous créez. L'élan fonctionne aussi dans l'autre sens. Chaque fois que vous perdez un combat, il est plus facile d'abandonner la fois suivante. Posez-vous 2 questions. Lorsque vous êtes en pleine lutte, posez-vous les questions suivantes. Que ressentirais-je si je gagne cette lutte ? Et que ressentirais-je si je la perds ? Ainsi, vous ne vous concentrez plus sur vos luttes, mais sur vos émotions. Ce faisant, concentrez-vous sur les bons sentiments comme l'espoir, l'optimisme et la fierté, plutôt que sur les sentiments négatifs associés à la défaite. 4. Projection de vie. Visualisez ce que sera votre vie dans 5 ans si vous ne faites pas le changement souhaité et si vous ne gagnez pas systématiquement vos luttes. À quoi ressemblera votre vie dans 5 ans si vous continuez à suivre le même régime ? Si vous ne faites pas d'exercice ? Si vous n'arrêtez pas de fumer ? Soyez honnête avec vous-même. Créez une projection détaillée et imaginez comment vous vous sentirez à ce moment-là. Maintenant, faites la même chose, mais si vous réussissez. Comment sera votre vie si tout se passe bien ? Il s'agit d'un exercice puissant qui vous aidera à gagner vos combats. Enfin, la dernière phase s'appelle la seconde nature. À ce stade, l'habitude désirée ne demande que très peu d'efforts pour se concrétiser. Vous avez l'impression d'avoir déjà gagné la bataille, mais ne baissez pas la garde si vite car il y a 3 gros monstres qui se cachent derrière les buissons et qui sont prêts à attaquer. 1. Le monstre du découragement. L'une des réalités malheureuses du monde est que ce n'est pas parce que vous travaillez dur et que vous faites ce qu'il faut que les bonnes choses vous arrivent automatiquement. Par exemple, vous avez modifié votre régime alimentaire et fait tout ce qu'il fallait, mais cela n'a pas produit les résultats escomptés en matière de perte de poids. Il est très facile de se dire « Pourquoi me donner la peine ? De toute façon, ce que je fais n'a pas d'importance. » Le monstre du découragement est très dangereux, car il vous pousse à essayer d'arrêter. Toutefois, avant de vous arrêter, rappelez-vous que les progrès se font par à-coups et non par intervalles réguliers. Vous ne perdez pas 0,5 kg chaque semaine. Vous ne perdez rien pendant 2 ou 3 semaines, puis vous perdez soudainement 1 kilo. C'est la nature même du progrès dans n'importe quel domaine. 2. La séduction du succès. Une fois que vous avez réussi à adopter une nouvelle habitude, il est facile de baisser la garde et de revenir à ses anciennes habitudes. Supposons que vous essayez de perdre du poids et que vous avez réussi à faire passer vos nouvelles habitudes alimentaires au stade de la seconde nature. Vous vous regardez et vous vous dites « Oh, j'ai réussi à manger sainement pendant les 3 derniers mois, je suis au top. Ce ne sera pas un problème si je mange un morceau de gâteau aujourd'hui. » Et vous avez raison, ce ne sera pas un problème de faire une exception de temps en temps. Mais si vous faites trop d'exceptions, vous vous retrouverez au point de départ avant même de vous en rendre compte. Un succès doit vous préparer au succès suivant et non devenir un point de départ. 3. Perturbation. Elle peut prendre de nombreuses formes. Vous pouvez tomber malade ou prendre de longues vacances. Qu'il s'agisse de vacances ou de maladies, toute rupture dans la routine est un danger potentiel et peut vous ramener à la phase de lutte. J'ai personnellement découvert qu'il est très important de se ménager après une interruption. Par exemple, si vous faisiez de l'exercice pendant 1 heure avant de tomber malade, ne vous forcez pas à faire autant d'exercices après votre rétablissement. Allez-y doucement pendant quelques exercices jusqu'à ce que vous ayez repris l'habitude. Sinon, vous vous sentirez découragé de ne pas être capable d'atteindre le même niveau de performance et vous perdrez l'habitude.
Je vais résumer rapidement tout ce que nous avons abordé dans cette vidéo. Habitude 1. Organisez demain dès aujourd'hui et assurez-vous de toujours terminer vos 3 tâches à forte valeur ajoutée en premier avant de passer à d'autres tâches. Habitude numéro 2. Dites non aussi souvent que possible au cours de la journée, en particulier aux choses qui sont urgentes mais pas importantes. Habitude numéro 3. Ne faites pas plusieurs choses à la fois. Apprenez à vous concentrer sur une seule tâche à la fois et sur un seul objectif à la fois. Si vous vous concentrez sur trop de choses, vous serez occupé mais pas productif. Ne soyez pas celui qui produit des tonnes de fumée et très peu de feu. Enfin, nous avons parlé des 3 phases de la formation d'une habitude et de la façon dont la compréhension de chaque phase peut vous aider à surmonter vos difficultés lors de l'établissement d'une nouvelle habitude. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez le livre intitulé « Organize Tomorrow, Today » « Organisez demain, aujourd'hui ». Cette vidéo a été créée à partir de ce livre, et si vous voulez en savoir plus sur les habitudes, consultez le résumé du livre intitulé « Atomic Habits ». Vous le voyez probablement sur votre écran en ce moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!